podcast. Bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Oui, aujourd'hui, je suis accompagné encore de deux potes. Le premier, il est passionné de Linux. Il fait des vidéos sur sa chaîne YouTube 513v3. Salut Steve. Salut Cédric, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bien, merci. Et toi, ça va ? Ça va, ouais. Et toi, la forme ? Ouais, tranquille, tout va bien. Dis, on n'a pas un autre pote ici à présenter ? Ah si, je crois. Attends, je crois qu'il tient un blog qui s'appelle numetopia.fr. Oui, c'est ça, j'ai réussi à le lire. Ah, oui, bien joué. Il tient également les rubriques actualités et sorties de la semaine. Je vous demande d'applaudir avec vos deux mains le Tux masqué. Salut le Tux. Bonjour, ça va ? Ça va ? Et toi ? Et ça va, et toi ? Écoute, ça va ? Et toi ? Ça va toujours très bien, et toi ? Bon, super. Non, on ne tourne pas en boucle, on est simplement un peu fatigué. On vous expliquera dans quelques instants pourquoi. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est un nouveau numéro et merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est le seul podcast qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations et d'échanges. Pile poil à la fin du générique. Ouais, français dans le texte, mais ça, vu que je l'avais pas marqué, je le dis pas. Tu le dis plus maintenant. Non, en plus, j'ai mis la version courte et j'avais encore plein de choses à vous dire, mais vous le savez, vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr, sur la chaîne YouTube de Steve 513v3. On remercie toujours Enrique de YB Music, ça lui fait une belle jambe pour la musique de Librement Linux. Et les conditions de ce podcast au niveau des droits d'auteur, etc., c'est le Creative Commons Attribution 4.0 international, ce qui vous permet de librement copier, modifier, remixer et distribuer ce podcast à volonté du moment où c'est pas méchant. Voilà. Bref, et puis vous pouvez nous rejoindre également dans le salon Matrix Librement Linux pour pouvoir poser vos questions, réagir sur les épisodes, sur les infos qu'on dit, etc., etc. Vous avez également plein d'autres moyens de communication sur les différents sites, YouTube, &co. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez compris, nous ça va, parce que nous sommes le mardi 9 juillet. Oui, le mardi 9 juillet, il est 20h29, il fait chaud, on n'en peut plus. Et c'est bientôt les vacances. En fait, je pense qu'on a hâte d'être en vacances. On n'en peut vraiment plus, on est lessivés. Bref, en tout cas, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec le billet de Steve. Après, on va retrouver l'actualité, on va retrouver plein de choses, mais pour l'instant, c'est le billet de Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et Steve, j'ai envie de dire de rien. Oui, parce que effectivement, le billet d'humeur, il s'appelle Merci. Mais ils savent pas pourquoi. Bon, en attendant, je vous dis salut les loulous comme d'habitude. J'espère que vous allez bien ou que vous allez bien. Vous choisissez l'option A ou B. Bien ou bien ? Ouais, voilà. Alors moi, pour ma part, je vous avoue, franchement, je suis un tout petit peu tristouné quand même. Hein. Mais par contre, pas besoin de câlin pour autant, Cédric. Donc non, tu m'en lasses pas. Merci beaucoup. Je ne céderai pas non plus à tes avances, petit coquin que tu es. On fera pas ça en live, on fera ça en off. Tu sais très bien de quoi je parle. Bon, en fait, en vérité, c'est juste que je suis tristouné parce que figurez-vous que si nos calculs sont bons, il s'agit là, normalement, de notre dernier épisode de la saison 2. Cela veut dire qu'on va exposer après tout cela notre peau livide de geek au soleil, sirotant un Diablomante sur une terrasse avec un code vestimentaire de circonstance, c'est-à-dire la chemise Marcel bien sointante, le maillot moule bite et les claquettes chaussettes bien sûr, oui parce que nous les geeks on a bien soigné notre apparence, hein. Et pour éviter de ressembler à Bob Ross sous la ceinture, si j'ai le temps je m'épilerai le maillot. Alors là bien évidemment je vous invite à ce moment précis de faire une pause sur le podcast, d'aller regarder un petit peu à quoi ressemble le personnage Bob Ross pour pouvoir imager ce dont je parle. Voilà, vous l'avez fait et maintenant vous avez une petite idée de la pilosité. Non, c'est dégueulasse. Vous avez une petite idée de la pilosité généreuse du geek, enfin de nous, enfin surtout de moi. Ouais, j'aime bien de me vanter aussi. Bon, allez. C'est que l'air de rien en fait, on a quand même fait pas mal de chemin, hein. Rappelez-vous les gars, on était encore que des petits puceaux il y a à peine un an, hein. On était 4 gars venus d'horizons complètement différents, une passion commune et hop là, c'est parti mon
zizi pour des heures de réunion, d'enregistrement de podcasts fantômes. Et tiens, d'ailleurs, à ce propos, ces podcasts fantômes, eh bien, j'espère pour votre bien, chers auditeurs, qu'ils resteront bien enfouis au fond d'un abysse. Parce que bon, il y a quand même des choses qu'il faut pas qu'on raconte. Ouais, c'est surtout pour nous, hein. C'est pas pour le bien des auditeurs, c'est pour notre bien à nous, faut le dire. Hein. Aussi, c'est vrai. Et nous voilà une trentaine d'épisodes plus tard, confondus sur 2 saisons. Mais vous avez pas dit, t'avais pas dit qu'on était 4 à la base? Oui, c'est vrai, on était 4 au départ, puis on est retombé à 3, puis ensuite on est revenu à 4, et puis finalement, nous voici de nouveau à 3. C'est une aventure qui nous met à l'épreuve sur nos idéaux, nos divergences, et puis finalement, on prend nos choix. Mais bon, castagnette, nous avons avancé, pris les leçons de nos erreurs pour proposer ce qu'on avait de mieux à vous offrir, chers auditeurs, c'est-à-dire la franche camaraderie, un peu d'infos utiles une fois de temps en temps sur l'actualité open source. Oui, ça c'est accessoire aussi. En 2 saisons, c'est pas sans être gonflé d'orgueil que je peux vous dire que nous, on a gagné quand même beaucoup grâce à vous, les auditeurs, avec énormément de messages bienveillants, d'encouragement, un carburant qui nous a reboosté dans des moments de doute, comme l'appelait justement le Tux, c'est-à-dire le spleen, et puis parfois quelques messages un peu moins agréables à lire, à partager, mais auxquels nous avons toujours tenu à tirer le moindre enseignement. C'est pas gentil pour eux, mais bon. Et ça, je vous cache pas que franchement, c'est un exercice de style, surtout quand on a le sang chaud comme moi, d'essayer de tirer d'enseignement des messages négatifs. Alors, je vous raconte pas, on a plutôt envie, franchement, de les déglinguer sur place. Enfin, soit, parenthèse fermée. Ouais, mais bon, tu nous avais pas dit tu vas pas nous sortir les mouchoirs quand même, c'est quand même ton billet d'humeur, et là, à quel moment tu vas parler open source? Putain, t'es chiant, Maurice, quoi. J'y viens, Maurice, attends, t'excites pas comme ça, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'au-delà de parler de cette philosophie qui accompagne le monde libre, c'est aussi au contact humain que j'ai adopté cette idéologie que j'ai apprise. Ce que je veux dire par là, en fait, je m'explique, c'est que le Tux masqué a une approche très nuancée. Cédric, quant à lui, il a adopté cette religion, et je mets religion entre guillemets, bien évidemment, en tirant parti en fonction de sa personnalité. Et moi aussi, récemment, j'ai sauté dans le grand bain du monde alternatif, et bien au-delà de l'expérience qui m'a permis de voir les choses sous un angle différent, c'est bel et bien au contact de ces 2 zigotos que j'en ai appris bien plus, aussi bien sur le monde alternatif, sur la philosophie, que sur moi-même. Alors, avant que ce billet d'humeur ne soit dédié, comme à l'accoutumée, au monde libre, je voulais simplement surtout le dire que c'était à vous 2, les gars, que ce billet était dédié. Alors merci à vous 2, car à votre contact, j'apprends toujours bien davantage, et je comprends surtout l'intérêt de l'open source. Voilà, donc merci. Ça y est, il chiale là maintenant? Non, pas encore. Malheureusement, je crois que je vais devoir faire un effort supplémentaire à la fin de la saison 3. Voilà. Écoute, donc je renouvelle de rien. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. D'ailleurs, moi je me posais une question, c'est est-ce que la saison 3, on n'allait pas renommer notre podcast en Librement GAFAM? Si, parce que c'est vrai qu'on parle énormément de GAFAM, Microsoft, notamment Microsoft. On se refait pas. C'est ça, c'est un sujet, un leitmotiv dans nos émissions Microsoft. Ouais, mais c'est comme dit Steve, c'est pour pouvoir en tirer des enseignements. Voilà. Et puis, alors Steve, t'as quand même oublié quelqu'un, t'as parlé de 3, 4 et tout ça, mais des fois on était même 5, parce que il y a Maurice qui était là avec nous. Maurice, ouais. T'as vu, il y en a au moins qui a pensé à moi, Ouais, en même temps, il pense à toi, ça veut pas dire pour autant qu'il t'aime bien. Connard. Laisse-moi parler de Maurice, c'est magnifique. Ouais, sacré Maurice, vraiment, quoi. Bon. Mais en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je veux rajouter un mot. Ça fait plaisir d'échanger avec des personnes sur le libre, même si on vient d'horizons différents. Mais c'est ça, la richesse des gens. On n'est pas non plus extrémiste dans nos propos, dans notre façon de parler. Des fois, on peut être obtus, mais parce qu'on s'est déjà fait une idée de certaines choses et qu'on aimerait partager. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de ce podcast, à mon avis. Et moi, quand j'ai découvert Linux et le monde libre, ça m'a fait énormément du bien de pouvoir poser des mots et une philosophie sur une pensée que j'avais. Donc en effet, j'avais l'impression de ne plus être tout seul et d'être soulagé de dire ok, je suis pas tout seul, et en plus il y a des règles, il y a des codes. Alors moi je suis quelqu'un de très cartésien, de très matheux, j'ai besoin de règles, etc. Et en effet, ça m'a fait énormément du bien et de pouvoir adopter cette philosophie. Pour autant, je suis pas extrémiste, donc je suis peut-être libriste, mais pas libriste extrémiste. Voilà, j'arrive en tout cas à faire la part des choses, à mon avis. Oui, j'avoue. Voilà.
Un mot, le Tux. Ouais, j'allais dire, je te rejoins. Moi, je prends le livre là où c'est intéressant. C'est aussi une philosophie de vie, on va dire. Après, il faut reconnaître, il y a aussi des choses bien, même si c'est pas libre. C'est ça. Donc voilà, faut pas être non plus pas extrémiste, juste opportuniste, saisir les bonnes occasions où elles sont. C'est ça, exactement. Et je vous rappelle, c'est pas parce qu'on est libris qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Et encore moins les programmeurs. Donc soutenez le libre. C'est vrai. Soutenez par vos actions, par vos interactions, par vos engagements et pourquoi pas financiers si vous en avez la possibilité. Voilà. En tout cas, moi, c'est l'enseignement que j'en ai tiré depuis une vingtaine d'années. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ce billet et on va pouvoir enchaîner sur l'actualité. On aura également tout à l'heure un dossier sur la virtualisation et évidemment la rubrique de Steve concernant le gaming Linux. Mais tout de suite, donc, on enchaîne sur l'actualité. Si je retrouve le générique qui est là. Librement Linux. À vous, Cognac. L'actualité. Et l'actualité qui est très 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 riche. Oui, je vous promets, elle est très riche. Mais qui parle de Linux, elle est beaucoup moins riche. C'est ça. Voilà. Donc on a retenu qu'une actualité et si vous me permettez, cher auditeur, à la fin de cette actualité, on enchaînera peut-être sur d'autres billets, mais on verra suivant le temps qu'on aura. Donc on va déjà enchaîner, si tu veux bien, le Tux, sur le contrôle parental qui va s'imposer sur les smartphones et PC très prochainement. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une certaine loi qui s'appelle la loi Struder, qui prévoit la présence d'un contrôle parental sur tous les équipements électroniques, smartphones, PC, tablettes, etc., etc., etc. Donc, cette loi devrait rentrer en vigueur à partir du 1er juillet. Bon, il y avait les entreprises de la tech qui, malgré les buts louables de cette loi-là, qui est de protéger nos enfants, s'y avaient demandé à un report de cette loi au Conseil d'État. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus et donc elle sera bien activée. Alors, ok, cette loi-là existe et la question que vous allez me poser, c'est sous Windows, oui, on connaît, il y a des solutions payantes, on a une qui est intégrée. Sous Android, en effet, il y a une fonctionnalité proposée par Android de faire du contrôle parental. Elle est escalée. Personnellement, moi, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'une solution payante sur un smartphone est plus efficace que la solution intégrée. Oui, carrément. Et après, derrière, vous allez dire, et sous Linux, qu'est-ce qui existe sous Linux pour faire rien, c'est un système ouvert, open. Voilà. En fait, alors, quand vous cherchez un petit peu sur Google, il y a un truc qui revient, c'est le contrôle parental de GNOME. D'accord. Alors, ça c'est une vraie fumisterie parce qu'en fait le contrôle parental de GNOME c'est un contrôle parental qui ne surveille que les applications qui sont installées sur la machine, donc qui marchent avec le GNOME Software. Si vous les installez depuis un paquet Debian ou un paquet RPM. Mais c'est déjà pas mal pour du contrôle parental. C'est-à-dire que tu peux contrôler les installations qui sont installées. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à un contrôle parental ? En fait, tu peux contrôler les applications qui sont installées. C'est surtout, grosso modo, il fonctionne en autorisant que les applications qui sont certifiées pour un certain âge. S'il n'y a pas de certification, il n'y a pas d'installation. Alors, un contrôle parental, pour moi, qu'est-ce que j'entends par contrôle parental ? C'est un contrôle qui permet de surveiller le trafic, pas surveiller, mais de filtrer le trafic sur Internet de son gamin et de ne pas autoriser des sites dont le contenu n'est pas adapté à son âge. Sites pornographiques, sites violents, sites réseaux sociaux aussi, parce que les réseaux sociaux sont pas forcément adaptés à leur âge. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, pour moi, un contrôle parental qu'on met sur une machine pour les enfants, à minima, doit pouvoir filtrer le contenu qu'il va consulter sur Internet. Je dis filtrer, je dis pas contrôler, parce qu'il y a certaines solutions payantes sous Windows que je n'approuve pas, dans le sens où là, on a un vrai contrôle, on peut savoir tout ce que le gamin fait, tout ce qu'il écrit, avec qui il discute et tout ça. Donc, on est très intrusif dans la vie privée du gamin. Chaque parent appréciera à sa juste valeur ce type d'outil. Personnellement, moi, je pense que le gamin a droit à sa vie privée. Après, il faut le protéger de certains contenus, il faut discuter avec son gamin, et voilà. Donc, filtrage du contenu. Deuxième fonctionnalité qu'on attend d'un contrôle parental, c'est le temps d'utilisation.
Exact. le gamin a le droit à utiliser l'ordinateur 1 heure par jour et 2 heures le week-end. Voilà, on filtre, on donne une partie temporelle à son utilisation des outils numériques, et puis quand il a utilisé son crédit, il ira jouer avec des vrais jouets, avec ses copains dans la vraie vie, et lire des bouquins. Et enfin, la troisième fonctionnalité, en effet, mais pour moi elle n'est pas rédhibitoire, c'est l'installation d'applications. Après, généralement, c'est les parents qui installent des applications sur les ordinateurs. L'enfant, il peut peut-être installer des trucs ou demander à ses parents d'installer des trucs, c'est pas forcément rédhibitoire. Sur un smartphone, ça peut être un peu plus intéressant parce qu'en effet, le smartphone propose des applications qui accèdent à des services sur Internet qui sont pas forcément de son âge. Alors, sous Linux, je vous ai parlé de GNOME contrôle parental GNOME, qui ne fait que du contrôle d'application et du contrôle d'activité de session. Contrôle filtrage web, il n'y a rien du tout sur cette partie-là, en tout cas pour l'instant. En plus de ça, si vous cherchez un peu d'informations sur le contrôle parental GNOME, vous en trouverez pas beaucoup. Le wiki GNOME sur la question, il est quasiment vide. Donc c'est un peu dommage. Alors moi, il y a une dizaine d'années, je m'étais un peu penché sur la question sous Linux, et j'avais découvert un super logiciel qui est fait par un Français qui s'appelle CT Parental. Alors CT Parental, c'est pas une révolution en soi, puisqu'en fait, il va utiliser un certain nombre d'outils disponibles sous Linux, les uns à côté des autres, pour faire du filtrage de contenu web, pour faire du proxy, du DNS, des choses comme ça. Donc on va utiliser des outils qui existent déjà, des NSMask pour les plus techniques d'entre nous, ou IPTable pour le filtrage des flux. Des flux, voilà. Et donc ces outils-là, ils sont paramétrables par chacun en standalone. Indépendamment, ouais. On peut arriver à faire un contrôle parental, mais faut se farder de la ligne de commande et essayer de comprendre comment marchent ces différents logiciels. Et lui, il a juste fait une interface graphique sur un site, une page HTML web qu'on affiche comme ça, qui va nous permettre de piloter à travers des commandes bash dissimulées derrière tous ces services qui sont que vous pouvez installer en standalone sur votre ordinateur Linux. Oui, il n'y a rien de révolutionnaire, mais au moins ça facilite l'administration. Voilà, c'est juste, il a fait une interface de facilitation de l'administration. On peut faire du filtrage, on peut faire de la liste blanche, c'est-à-dire que plutôt que de filtrer, on va n'autoriser qu'un certain type de contenu. On peut faire du contrôle du temps d'activité à double niveau, aller sur Internet, aller sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut dire, le gamin il a le droit d'aller 8 heures sur Internet par semaine et 16 heures d'utiliser l'ordinateur pour faire ses devoirs et tout ça, mais sans aller sur Internet. Il prévoit aussi d'appliquer ce filtrage à des comptes utilisateurs bien spécifiques et garder son compte parent pour nous continuer d'aller voir les films du samedi soir. Je donc voilà, donc je vous invite si vous êtes sous Linux, à regarder cet utilitaire qui est bien pratique. Alors il n'est pas disponible sur les dépôts, c'est uniquement les services sur lesquels il s'appuie qui sont disponibles, mais vous pouvez télécharger son installateur que sous plein de distributions Linux différentes. Ça peut être des distributions basées sur Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc. Ça peut être sur Fedora, ça peut être sur SUSE. Je crois qu'il y a même une version Arch maintenant, quoi. Il y a pas mal de paquets pour diverses distributions. Vous l'installez et vous pouvez comme ça protéger un peu mieux vos enfants quand ils iront sur la toile. Par contre, un contrôle parental, ce n'est absolument pas un outil pour vous dédouaner de discuter et de surveiller votre enfant. Ce n'est qu'un facilitateur, mais ça ne fera pas tout le boulot. Le boulot de parent, il reste toujours à vous. Joli. Tu connaissais Steve ? Absolument pas. Je connaissais les contrôles parentaux. Ça se dit parentaux, oui. Ouais. Mais je ne connaissais pas, en tout cas, ACT parental. Quoi. Donc, mais voilà, ce qui est révolutionnaire, et c'est très bien qu'il l'ait fait, c'est en effet les outils de filtrage, de contrôle existent déjà. D'ailleurs, quand on a un Pi-hole, ça peut faire partie d'une partie du filtrage. Et en effet, quand vous utilisez Pi-hole pour filtrer les sites internet, vous avez une interface graphique, ce qui vous évite en effet de
vous coltinez des lignes de commande. CT Control et regroupe plusieurs outils comme ça sous une interface graphique. Alors c'est une page web, hein, mais voilà, elle remplit tout à fait son rôle. Elle remplit son rôle, et donc je trouve ça très bien. Donc toi, sur le site de Numotopathe, t'as fait une doc pour installer, c'est ça, vu que c'est pas inclus dans les dépôts? Voilà, donc en fait alors, la doc elle est uniquement pour les distributions basées sur Debian, donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, etc. Après sur les autres distributions, vous pouvez, en tout cas sur Fedora, à la place de faire apt, vous faites c'est Yum, c'est ça? Ouais, c'est Yum. À la place ou de DNF. Apt, ou DNF. Sous Arch, vous pouvez adapter. Par contre, après sur la partie configuration, là c'est valable sur toutes les distributions, c'est la même interface web. Voilà. Il y a aussi, on vous mettra dans les descriptions le lien du GitLab sur lequel est hébergé les fichiers packagés pour pouvoir l'installer, et voilà. Alors, pour en revenir sur l'article principal qui était « Voici comment le contrôle parental va s'imposer sur les smartphones et PC ». Donc là, on a un dérivé sur la partie Linux. Logique, on est dans les podcasts librement Linux. Mais voilà, à titre d'information, donc le gouvernement a décidé d'imposer ça aux fabricants, enfin aux smartphones et aux PC. En fait, ça va vous proposer de manière systématique une solution de contrôle parental. Vous pourrez, lors du lancement du smartphone, vous pourrez ignorer ce message, et après, donc si vous l'ignorez, le contrôle parental ne sera pas imposé si vous l'avez pas activé. Mais voilà, la partie du texte oblige en fait à proposer ça au lancement. Vous savez, c'est comme quand vous installiez à l'époque Windows 7, je crois, ou Windows XP, quand ça vous demandait quel navigateur vous vouliez utiliser par défaut. Et ben voilà, là ça va être la même chose, sauf que là, ça va vous demander est-ce que vous voulez activer ou pas le contrôle parental. Je dirais même plus récemment, aujourd'hui, quand vous avez un téléphone Android, il vous demande quel est le navigateur, le moteur de recherche, et le moteur de recherche que vous utilisez par défaut, ça, sans forcément imposer la solution Google, qui était jusqu'à présent le cas. Donc là, c'est la même chose, vous aurez... Voilà. Alors attention, moi, je mets le warning... les solutions gratuites ne sont pas les plus efficaces sous Windows ou sous Android. Sous Mac ou iOS, je sais pas, j'ai pas testé, j'ai pas regardé tout ça, mais les solutions qu'on propose de base dessus, pour moi, elles font pas entièrement le boulot. Il y a beaucoup de trous dans la passoire. Ouais, et puis moi je pense que la solution informatique ne va pas répondre à tout. Ok, c'est facile de dire que c'est l'ordinateur qui a fait que ça bloque, très bien, mais le gamin il est pas con, il sait qu'au bout d'un moment c'est les parents qui vont tirer les ficelles, et qu'est-ce qui est plus chiant qu'un gamin qui va te répéter 36 000 fois dans la soirée « Papa, tu peux me débloquer la tablette s'il te plaît ? Papa, tu peux me rajouter du temps s'il te plaît ? Papa, j'arrive pas à m'endormir, il me faudrait un petit peu de temps sur la tablette. » Enfin non, au bout d'un moment vous allez craquer. Voilà, bienvenue bienvenue en tant que parent. Ouais, surtout la tablette avant de s'endormir. C'est génial, ça. C'est un truc ne pas faire, quoi. Si vous voulez que votre gamin il dorme mal ou qu'il vous embête, qu'il soit nerveux, mettez-lui une tablette avant de dormir. C'est fantastique tout ça. Ouais. Mais on est bien d'accord, les gars, que, enfin, moi c'est l'anecdote que moi j'ai vécue quand j'étais gamin. Vous savez, quand on a un PC à la maison et on est gamin et qu'on préfère effectivement mettre ses doigts sur le clavier plutôt qu'autre chose. Vous aussi, vous avez certainement eu à un moment donné vos parents qui vous ont dit ouais non, hors de question, tu touches pas le PC, ou t'es privé de ceci, t'es privé de cela, que ce soit la télé, le PC ou n'importe quoi. On trouvait quand même un moyen suffisamment filou pour justement contourner cette interdiction, soit tu vois, je sais pas moi, on le faisait, quoi, tu vois. Donc à partir du moment où on savait très bien que nous, à notre époque, on était capable de filouter pour pouvoir soit allumer la téloche ou jouer sur le PC alors qu'on était interdit, un gamin qui va se retrouver devant un contrôle parental va certainement trouver une solution, quoi qu'il arrive, à un moment donné ou à un autre, pour taper moi ton cul.com, quoi. Enfin, je pense. Non ? Clairement, et alors moi j'ai pas souvenir d'avoir été brimé ou bloqué sur l'utilisation de l'ordinateur ou de la télé. Bon, c'est clair, j'avais pas de télé, d'ordinateur dans ma chambre. Quand on a eu un ordinateur, la première fois qu'il a été installé, c'était dans le salon. Je crois qu'il a dû rester 3-4 ans dans le salon. Quand j'ai eu mon premier PC, j'étais en 6e, donc voilà. Et c'était bien un PC. Et puis j'ai envie de dire, je me retrouve aujourd'hui avec les ados
enfin, quand je discute avec les parents d'aujourd'hui, les parents nous disent souvent, ouais, mais mon gamin, il en sait plus que moi sur l'informatique. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ils connaissent les réseaux sociaux, ils connaissent pas l'outil informatique. Voilà, il y a une petite nuance, mais bon. Et donc moi, à l'époque, concrètement, et aujourd'hui c'est encore le cas, je suis plus à l'aise avec un ordinateur que mes parents. À la limite, c'est même moi qui leur ai montré comment fonctionnait l'ordinateur à l'époque. Donc, et donc j'ai pas eu cette interdiction-là. Alors, en effet, je me suis gavé de télé, ça c'est vrai. Hein, je finissais par connaître les programmes à la minute près le dimanche et le samedi, hein, entre Antenne 2, FR3 et TF1, pour savoir à quel moment il fallait zapper sur quelle chaîne pour avoir l'épisode de Ta Bonjour d'Albert, par exemple. Ah non, ça c'était sur Canal+. Donc voilà, j'en ai gobé des heures de programme télé. En effet, après j'en ai gobé de l'ordinateur. Est-ce que ça m'a rendu plutôt B, plus malade, je sais pas, peut-être. Mais donc aujourd'hui, je suis pris entre deux. Moi, ce qui m'agace aujourd'hui, c'est alors peut-être que je me fais des idées, peut-être que je suis trop idéaliste, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les enfants perdent du temps sur la tablette à regarder des vidéos YouTube et il n'y a pas cet aspect productivité ou créativité. Ils sont passifs. Je veux dire, devant la télé, remarque, j'étais passif, mais devant l'ordinateur, j'ai jamais été passif. J'ai toujours produit. Je regardais pas des images, je gobais pas des images ou. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils sont pas forcément actifs ou à essayer de chercher comment ça marche. Et voilà, ils sont surtout là pour regarder des vidéos TikTok ou des vidéos YouTube ou des images sur Snapchat. Ou voilà, il n'y a pas de recherche à essayer de comprendre, à essayer de chercher de l'information et tout ça. La preuve, hein, quand on demande à un gamin d'aller chercher une information sur Wikipédia, la plupart, ils savent pas faire. Non, ils galèrent, c'est atroce. Ou va chercher une info, et là, bon, il y a eu les élections qui sont passées, et j'ai été bouleversé ou alarmé, ou enfin, comme quoi il y a pas mal de gens qui, leur seul canal d'information, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est essentiellement TikTok d'ailleurs, c'était zoomé là-dessus, et ça me fait peur. Ça me fait énormément peur en fait. Ouais, c'est triste. Parce que ceux qui font l'information sur TikTok sont pas forcément des journalistes, donc il n'y a pas ce recul qu'il peut y avoir du traitement de l'information. Voilà, je dirais c'est la même chose sur YouTube, hein, parce que peut-être, ouais, sûrement. Bon, il y en a certains qui sont des professionnels, qui étaient des journalistes, qui sont reconvertis sur des chaînes YouTube ou sur des chaînes Twitch, mais la majorité, c'est des gens qui n'ont pas l'approche journalistique pour réaliser les sujets. J'entends approche journalistique, c'est vérifier ses sources, apporter plusieurs points de vue, etc., etc. Ouais. C'est vrai. C'est problématique, Voilà, c'est cet aspect-là où je suis un peu alarmiste. Bon, quand j'étais devant la télé, en effet, j'étais passif. Hein, j'avais pas forcément le cerveau qui fonctionnait ou j'étais pas productif. Mais quand j'étais devant l'ordinateur, j'étais plus productif. Mais j'avais cette envie aussi. Donc tous les gamins n'ont peut-être pas envie de produire quelque chose sur un outil informatique. Ouais. On pourrait passer des heures là-dessus, hein, mais c'est vrai que je vais recontextualiser très rapidement et puis après c'est vrai qu'on passera à autre chose, mais rappelez-vous, hein, quand on parle de ça, c'était il y a 20-30 ans, quand on avait nos programmes télévisés, on n'avait pas des chaînes en continu H24. Aujourd'hui, quand tu allumes la téloche ou quand tu te mets sur une tablette, en fait, tu peux avoir ton programme ou ton truc qui va occuper ton gamin, parce que c'est vraiment délégué pour occuper son gamin à swiper sur sa tablette ou mater effectivement les dessins animés sur Disney+, ou que sais-je encore. Mais il y a 30 ans d'ici, il y avait un moment donné où on savait très bien qu'on ne savait plus regarder la télé, parce que soit les parents chopaient la téloche et parce que c'était à leur tour de regarder la téloche, soit parce que il y avait plus de programme télé. Je veux dire, le Club Dorothée, c'était quand même quelques heures au matin, dans le meilleur des cas pendant les vacances, ou sinon sans ça, il n'y avait pas en fait un programme en discontinu, tu vois. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on savait très bien faire une pause et passer à autre chose et s'ennuyer, et c'est très important qu'un enfant puisse être capable de s'ennuyer pour développer son imaginaire. Aujourd'hui, il n'y a plus un gamin qui est capable de s'ennuyer, donc en fait, il est carrément lobotomisé parce qu'il a carrément des agressions d'image dans les yeux, parce que les parents délèguent en disant bah ouais, c'est tellement plus simple, mon fils il bouge pas, il est calme, il est sage comme une image. Évidemment, t'as un buzz sur ton canapé, tu m'étonnes quoi. Donc, voilà, c'est quoi. Comme les drogués sont calmes quand tu leur donnes leur dose, tout compte fait.
Exact. Non, mais Voilà. c'est bien ce que tu dis. À un moment donné, c'est aussi au rôle des parents de les sortir des écrans. Et même si on est devant les écrans, bah c'est aussi le rôle des parents de les stimuler intellectuellement, de discuter avec eux de ce qu'ils font, de voir ça. Et puis après, comme tu disais, est-ce que les interdits ils sont pas là pour être transgressés? Donc foutre des barrières et tout ça, est-ce que ça va pas l'inciter à aller essayer de chercher une solution pour les contourner? Voilà. Après, moi, je pense sincèrement, c'est un outil, ça peut être pratique, surtout quand ils sont très jeunes, parce que là, on n'est pas forcément, c'est pas intentionnel qu'ils vont tomber sur ce type de contenu. Après, derrière, faut pas que ça soit non plus un outil de surveillance. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais pour me faire l'avocat du diable, qu'est-ce que c'est génial de foutre le gamin sur la tablette, au moins on est tranquille. Pour enregistrer un épisode de Librement Linux. C'est ça. Voilà. Si c'est pour la bonne cause, ça va alors, c'est bon. Mais il y a toujours une bonne excuse. C'est vrai. Et tu veux dire qu'à 22h, il est toujours debout? Non, parce que j'ai gueulé à 22h pour qu'il aille se coucher et qu'il me laisse la tablette en bas du lit. Ah, d'accord. Ça, c'est uniquement à ce moment-là qu'il laisse tomber la tablette. J'ai honte. Allez, next. On aurait pu parler également, mais là vous allez me dire, ça y est, on sort du libre. Quoique, je vais vous parler de Windows Recall. Ça fait un peu Total Recall. Non, là c'est Windows Recall. Vous connaissez cet outil? Je vous en ai parlé en off, donc vous allez me dire oui, évidemment. Mais non, je vais faire semblant. Non, c'est quoi Windows? on sait pas ce que c'est. C'est quoi ça? Tu peux nous expliquer, Cédric? Oui, Windows Recall, c'est un super outil. C'est un outil qui permet de faire des captures d'écran à une certaine fréquence, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, toutes les heures, je sais pas. Elles seront automatiquement analysées par l'IA de chez Microsoft qui s'appelle Azure AI. Voilà, merci. Qui sont enregistrées dans des bases de données SQL. Ces informations après seront stockées dans le dossier utilisateur et une fois donc que tout ça a été traité, eh ben ça permettra de vous proposer. Souvenez-vous ce que vous avez fait aujourd'hui. Et là, vous allez avoir vos captures d'écran quand vous avez été productif, donc quand vous avez écrit votre rapport, votre mémo. Et puis ça vous sortira aussi la capture d'écran quand vous êtes allé sur le site de Q de Jackie et Michel. Ça vous sortira également la capture d'écran où il y aura votre login et mot de passe, parce qu'à ce moment-là, vous avez cliqué sur le petit œil pour vérifier le mot de passe. Bref, que des trucs sympathiques. Là, je suis foutu, moi, alors. Hein. J'aurais un profil d'obsédé sexuel, c'est pas possible autrement. Mais je trouve ça génial. Attends, on adore tous, tu sais, quand Google te dit, voilà, rappelez-vous les photos que vous avez prises il y a un an, vous étiez à tel endroit, voilà, remémorez-vous ce moment-là. Ben, c'est génial, Microsoft le fait carrément lorsque vous avez votre session ouverte. Je trouve ça génial. Donc, en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec le monde libre? Quand est-ce que cet outil sera porté en open source sur Linux? Never, évidemment, quoi. Mais, et c'est cautionné, je veux dire, c'est cautionné, ça veut dire que là, c'est licence approuvée, le Windows Recall va vraiment être un prochain next mise à jour, c'est parti mon zizi, c'est une blague, quoi. Puis sur du profilage, quoi, ça va te permettre de profiler qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Et puis ça va être un super outil pour les employés. Enfin, on va s'imaginer plein de choses d'un seul coup. Ouais. Et puis qu'est-ce qui empêche donc là, c'est des captures d'écran, mais qu'est-ce qui empêche de récupérer ce que vous tapez au clavier, de ce qui peut capter au niveau du micro. Enfin, où est la limite en fait? Petit à petit, on va pouvoir pousser les limites comme ça. Donc ça pose évidemment des problèmes de sécurité, sans parler que certains attaquants pourront accéder à cette base de données SQLite, certes qui est stockée sur votre ordinateur, mais vous êtes sûr que tout ce qui est stocké sur votre ordinateur n'est pas accessible par des pirates. Enfin, ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Donc Total Recall, pas Total Recall, mais Windows Recall, pardon. C'est un peu Total Recall, hein, on est bien d'accord. Carrément. On est franchement pas loin de la politique chinoise où en fin de compte, ils t'affichent carrément dans les gares, etc., en disant ouais, vous avez vu ce monsieur-là, il a pas payé sa dette, machin. Mais ça veut dire qu'un de ces 4 matins, on va se retrouver. Et t'as vu celui-là, là, c'est un obsédé sexuel, il va sur Jackie et Michel H24. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Attends, mais ça c'est un secret de polichinelle. Franchement, si des sites de cul fonctionnent, enfin, si les sites de cul sont toujours là et affichent une santé de fer au niveau du chiffre d'affaires, c'est qu'il y a des gens qui y vont. Il n'y a pas de miracle. Oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de miracle.
Voilà, je donnerai pas des noms. Ouais, mais pas nous, ça, c'est les autres. Ah non, c'est toujours l'autre. jamais On a toujours rien à se reprocher, ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, on aurait pu également vous parler d'Apple qui se fait chahuter. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a je crois 15 jours, on avait évoqué l'affaire Radio France, l'application Radio France qui avait été retirée des App Store de Chine. Et ben cette fois-ci, c'est la Russie qui a demandé, j'ai pas fini ma phrase précédente, donc je recommence. La Chine avait demandé à l'App Store, donc de chez Apple, de retirer l'application Radio France parce que ça contenait des podcasts qui traitaient notamment du gouvernement chinois. Et ben la Russie, ça fait un moment également qu'elle demande à Apple de retirer certaines applications de son App Store. Mais quelle application ça peut être? Les podcasts, ben non, on voit pas trop le problème. Si des fois on critique Poutine dans certains podcasts. Non, c'est pas du tout ça. C'est les VPN. Et quand je parle de VPN, vous savez, NordVPN, VPN je sais plus quoi, machin. Ben voilà, tout ça balayé du store Apple en Russie. C'est magnifique. Donc Apple en train de segmenter son App Store, un App Store pour la Russie, un App Store pour l'Europe et puis un App Store pour le reste du monde. Voilà, 3 App Store. C'est génial, hein? Vive la liberté. 4, enfin, parce que t'as la Chine, la Russie, l'Europe, États-Unis et le reste du monde. 4 App Store. Ah oui, le reste du monde. J'avais oublié le reste du monde. Heureusement que bref. Magnifique. Et enfin, Non, c'est magnifique. Ah oui, c'est voilà. Et on aurait pu traiter encore de Microsoft, et oui, encore eux, et cette fois-ci, ça donne... Justement, excuse-moi, je t'interromps. Oui, tu vas jamais arriver à nous parler de la suite. Faut savoir que iPhone, le premier marché d'acheteurs de iPhone, c'est la Chine. Donc, toutes les demandes du gouvernement chinois pour censurer les applications et tout ça sont systématiquement acceptées parce que c'est une masse financière pour eux, les Chinois. Et Évidemment. voilà. Pas mal comme info. Pas mal. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu du monde informatique comme on le vit aujourd'hui. Et enfin, le dernier marqueur du temps en tout cas moi j'ai essayé de retenir, c'est que Microsoft a demandé à son personnel chinois, donc ils ont des petits chinois comme salariés, et ils leur ont demandé d'utiliser un smartphone bien spécifique. Ils ont demandé à utiliser des iPhones et d'arrêter Android car Google Play n'est plus disponible en Chine. Voilà, donc... J'ai cru que tu allais nous dire de ressortir les Windows Phone. Je me suis pratiquement... Je me dis, est-ce que je leur fais la blague ou pas? Bon. Mais non, quoi. Voilà, c'est dans l'air du temps. Microsoft demande donc de travailler avec des iPhones. D'ailleurs, en parlant de Windows Phone, je crois que j'ai entendu dire que Nokia renaissait de ses cendres. Oui. Qu'ils allaient... Oui, non, parce que pour la petite histoire, vous vous souvenez que Nokia avait été racheté par Microsoft pour faire justement la partie le téléphone. Windows Phone. Oui, la partie téléphone, ouais. Pour faire le Windows Phone. Bon, après, après l'échec cuisant, ça a été revendu et c'est revenu dans le giron des Européens. Alors, je sais pas si si ça a été introduit en bourse ou si c'est un actionnaire européen qui est derrière. Mais en tout cas, ils font un grand retour sur les téléphones, les smartphones. Alors je crois que c'est une surcouche Android, mais qui a été personnalisée version Nokia. D'accord. Alors pour tout te dire, Nokia, la branche donc télécom, est allée à Foxconn en 2016. Voilà, c'est Foxconn depuis 2016. Donc on va avoir un 3310 aussi épais qu'une brique et on va pouvoir téléphoner avec. Mais c'est génial ça, c'est une vraie révolution ça. Waouh, je suis impatient vraiment. Putain, c'est une blague quoi. Non, c'est pas une blague. Toutes nos informations sont vérifiées, checkées, double-checkées. Mais c'est ça, voilà. Quoi. Mais nom de Dieu, quoi. Mais où est-ce qu'on est tombé, quoi. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Allez. Non, c'est trop tard. Hein. C'était déjà passé. Raté. Dans 4 ans. Vous pouvez y aller, mais je crois que vous allez tomber sur des bureaux de vote qui sont fermés. Ouais. Bon, après, vous prenez de l'avance dans 3 ans pour la France et je sais pas quand est-ce que c'est les prochaines élections chez toi, Steve. Ouais, attends, j'en ai fait une il y a quelques semaines, hein. On va se calmer un peu. Non, c'était les européennes. C'est les et nous, on en a fait 3 en 3 semaines.
Attends, nom de Dieu. Et c'est pas dit qu'on en refasse une en septembre. Allez. Non, là, faut attendre un an. Oh merde, on est obligé d'attendre un an. Ah, quel dommage. On peut pas dissoudre l'Assemblée comme ça tous les 4 matins. Ah, ça aurait été trop bien. Donc, c'est une fois par an maximum. Ah, dommage, ça aurait été trop bien. Donc, encore un an avec le même Premier ministre, là, c'est ça? Je remets un peu d'huile sur le feu. Allez, on va enchaîner. Ça, on verra bien. On va avoir des problèmes, les gars. On va avoir des problèmes. On vous en parlera en septembre pour la saison 3. C'est ça. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur... Et si on veut pas sur la rubrique de... Non, mais on va être obligé quand même. On va enchaîner sur la rubrique de Steve, c'est la récré. Ah oui, c'est vrai, il nous parle de téléphonie. Oui, il va nous parler de téléphonie, après de nous avoir parlé touche pas à mon poste, TPMP, voilà. Il va nous parler de SFR, en version 3.1. Bon, et avant de commencer, je vous fais une petite parenthèse. Oui, je suis atteint d'un syndrome qu'on appelle la dyslexie. Ça veut dire qu'effectivement, des fois, TPM ou TMP ou touche pas à mon poste, tout ce que tu veux, ça peut carrément, en tout cas, se transformer. Donc aujourd'hui, je vous parle de FSR et pas de Qui SFR. va devenir SFR dans la rubrique. Parce qu'à un moment donné, je suis sûr et certain que je vais le faire, mais donc, vous êtes prévenus à l'avance. Ne venez pas tapoter sur votre clavier en disant ouais, le mec, il sait pas parler quoi. Non, je suis dyslexique, les gars. Point. C'est 10. tout. Et que 10. Il y a plein d'autres trucs, mais c'est déjà pas mal. Soit. Bon, alors en fait, ce que je voulais simplement vous parler, c'est de l'avènement du protocole FSR. J'ai bien dit, je suis 3.1. C'est bon. Alors en fait, il existe déjà depuis un bon moment sous le moteur Vulkan, sous Linux bien sûr, donc le 3.1. Il est là depuis en fait quelques mois déjà. Et aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, ils ont simplement ajouté quelques jeux supplémentaires capables de pouvoir maîtriser ce FSR en question, dont Ghost of Tsushima par exemple, Horizon Dawn, etc., etc. Bon, la liste est quand même assez exhaustive, mais je voulais surtout m'attarder pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était effectivement le FSR, puisque finalement vous avez d'un côté pour les cartes graphiques AMD FSR, et vous avez de l'autre côté quelque chose qui est un peu moins exploité parce que fatalement Linux et Nvidia ne sont pas très pas très c'est le DLSS, si je me trompe pas. Là aussi les gens, si jamais je me trompe, soyez sympas. C'est pas la DSL, t'es sûr? C'est ça, ou la DSS si vous préférez pour les dyslexiques. Donc en fait, le but du jeu, c'est que le FSR en question, c'est une technologie qui a simplement pour objectif de pouvoir appliquer ce qu'on appelle un upscale sur une image de manière entre guillemets intelligente. Alors quand je dis intelligente, bien évidemment, je ne parle pas du sens intelligence artificielle, mais plutôt dans l'idée d'analyser préalablement l'image et ses caractéristiques pour appliquer un bon traitement au bon endroit. Par exemple, les contours, la reconstitution d'une arête afin d'affiner le trait, ou un léger filtrage passe haut pour en faire ressortir les détails de texture. En fait, le but du jeu, c'est de pouvoir vous proposer une résolution plus basse d'une image d'un jeu, tout simplement, d'un processus de jeu généré en 3D, et simplement, en appliquant ce FSR en question, ça vous permet d'avoir cette illusion, et je dis bien illusion, d'avoir effectivement alors une image plus nette, plus en tout cas adapté à un format d'image comme vous l'auriez souhaité. Bon, imaginons, vous êtes en train de jouer en 4K, etc., etc. Et bien, le FSR va simplement appliquer ce protocole sur une image 1080p et finalement, ce traitement va vous permettre d'avoir cette illusion au format 4K. Point. Et effectivement, voilà, c'est ça la petite parenthèse en tout cas la petite rubrique, le petit sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que le FSR se déploie et vraiment est vraiment en train de prendre de plus en plus de la place aussi sur la scène du gaming sous Linux, tout simplement parce que c'est plus facile pour AMD puisque les drivers sont open source, donc no souci pour eux. Beaucoup plus compliqué, c'est vrai, que du côté de Nvidia, mais bon, ça à la limite. Si Nvidia veut continuer à fermer ses portes et empêcher en tout cas le bon fonctionnement de leur pilote sous Linux, c'est tout bonus pour AMD. Voilà, tout simplement. C'est tout. Merci pour cette précision. Merci, ouais, j'ai appris plein de choses. C'est vrai? Non, tu le dis ça comme ça ou c'est vrai? Ah non, c'est vrai. Ah, ça fait zizir. Personnellement, je suis pas trop intéressé, assidu sur tout ce qui est côté gaming et cartes vidéo. Voilà, je me suis intéressé sur d'autres sujets sous Linux, donc c'est très informatif. Voilà, c'était juste comme ça pour passer. Allez, next. D'ailleurs, ça m'a fait penser que il y a un très bon tutoriel pour installer Cyberpunk sous Linux sur Hitfos qui a été publié assez récemment, avec tous les tunages qu'on peut faire au niveau de Proton, etc. pour améliorer
le jeu. Voilà. C'est Elon Musk qui va être content. Ouais, mais je fais une parenthèse vite fait pour justement parler de Cyberpunk. Je viens de terminer effectivement des benchmarks de Cyberpunk et je fais un comparatif Windows 10 et Nobara Linux, donc c'est-à-dire une édition, un fork de Fedora orienté Oui, gaming. tu peux dire Nobara, hein, elle existe à part entière, Nobara. Ouais, je sais. Enfin, bon. Donc c'est la branche Fedora, donc c'est la branche Red Hat, donc... Et en fait, ce jeu a des performances et donc à matériel égal, hein, donc aux settings égaux, etc., eh bien, Cyberpunk tourne avec quelques FPS supplémentaires. Donc, je vais pas non plus dire, waouh, les gars, il faut passer absolument sous Linux. Quoique, si, il faut le faire quand même. Mais en tout cas, les performances sont quand même bien plus prononcées sur Linux que sous Windows, quoi. Voilà. J'aurais préféré tu sais, le zzz. C'est le truc qui dit écran bleu, là, tu vois. Ah oui, ding. Ah oui, le ding, celui-là. Voilà. Ouais, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Enfin, Très bien. J'ai dû lancer un Windows rien que pour avoir ces sons, hein. Franchement, bordel. Oh putain. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour nos auditeurs, hein. ouais. Alors, mais justement, il y a une petite astuce parce que j'ai pas réinstallé mon disque dur, j'ai fait de la virtualisation. Et ça, c'est le dossier que vous aurez juste après les sorties de la semaine qu'on va traiter tout de suite. Librement Linux, les sorties de la semaine. T'as vu comment c'était mené tout ça? C'est joli, hein. J'allais dire. Et Wow. d'ailleurs, en sortie de la semaine, on commence par l'alternative Linux à Mint. Windows. Voilà, Linux Mint. Ah, Linux mais Mint les gars, qui est sorti la semaine dernière en version bêta. Linux Mint 22 avec un super nom, Wilma. Ça fait rêver Wilma, Wilma. ouais. Voilà, bon, elle est en version bêta. Wilma. La version définitive, elle sera un petit peu tardive à sortir parce qu'il y a des bugs récalcitrants qui ont été À trouvés l'appel. pendant la version de bêta testing. Et puis bon, il y a aussi plein de bugs sous Ubuntu qui ont été mis en avant sous Linux Mint, en tout cas par la communauté. Bon, en tout cas, les 15 jours de test vont peut-être se transformer en un mois, mais elle va sortir courant l'été. Oui, Steve, tu voulais dire quelque chose? Mais Vilma, on parle de Vilma Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est-à-dire c'est quand même bien pété quand même, la petite Vilma là. Enfin, je veux dire, non? C'est Wilma qui est bien pété ou c'est... Bah, moi perso, T'as du dossier là, Steve, a priori. celle qui a la coupe à la Mireille Mathieu et qui est habillée avec justement un col roulé orange, moi je te dis. Ah oui, d'accord. Alors pour tout dire, alors c'est pas Scooby-Doo, c'est dans les pierres à feu qu'elle s'appelle Wilma. Wilma, Bah ouais. retour à l'âge de pierre. Voilà, Wilma Attends, pierre à feu ou Wilma Flintstone. oui, Vilma et Wilma, c'est deux choses différentes, on est bien Voilà, d'accord. donc c'est Ok, Wilma ok. et Fred pierre à feu. Voilà. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins séductif. Hein. Non, franchement, non, ça donne pas envie, beaucoup moins. Non, putain, Alors, je j'aurais sais pu pas la- si Mint a choisi Wilma pour les pierres à feu, quoique. Non, retour au jeu. non, en fait, Mint, ils ont une politique, c'est de prendre un prénom féminin qui se termine par A et qui commence par une lettre. Donc là, c'est W, donc on a Wilma, après on aura. Je sais pas. William. Non, il faut que ça commence par un W et ça se termine par un A pour Linux Mint 22.1. Je sais pas ce qu'ils vont trouver. Moi, j'ai pas d'idée comme ça. Donc voilà, donc eux, ils augmentent, chaque version majeure augmente sa lettre de l'alphabet, donc là on arrive à W, et ça se termine toujours par un A, et puis dans le cycle, en fait, reste toujours W et A à la fin, et vous avez toutes sortes de déclinaisons. T'as Wanda, t'as Winona, t'as Villa, t'as Vanita, Venda. Bon, on enverra la liste à Clément Lefebvre pour qu'il s'inspire pour les prochaines C'est cool. versions. C'est cool. Donc pour revenir à Linux Mint, alors on va vous en parler un petit peu parce que comme on va pas faire un podcast, comme vous avez compris, c'est le dernier de la saison et qu'on va pas forcément refaire un avant l'entrée et qu'à sortira entre temps, donc on va en parler un petit peu là. Donc Linux Mint 22, une base Ubuntu 24.04, donc voilà, mais sans forcément les travers de Canonical, à savoir vouloir imposer absolument du snap partout, notamment au niveau, si vous vous souvenez, on vous en avait parlé, Thunderbird était passé en snap dans Ubuntu, là, Linux Mint, lui, fournit toujours un paquet d'eb qu'ils hébergent sur leur dépôt à eux. Et donc, vous ne verrez pas de snap sous Linux Mint, si vous n'en voulez pas, Génial. vous n'en trouverez pas. Donc, vient avec Ubuntu 24.04 un noyau Linux en version 6.8 et d'ailleurs soulignons au passage qu'il y a un changement de stratégie au niveau de Linux Mint.
Jusqu'à présent, il proposait uniquement des noyaux LTS. L'avantage d'avoir un noyau LTS et le support à long terme, avoir les patchs de sécurité et tout ça. Par contre, l'inconvénient, c'est que les LTS, il n'y en a pas tous les 4 matins qui sortent. Et quand vous avez une nouvelle machine, votre noyau, il ne supporte peut-être pas les dernières technologies qu'il intègre, le noyau LTS. Donc, pour pallier à ce problème-là, ils ont changé et ils utilisent les noyaux HWE. Les noyaux HWE, en fait, c'est les noyaux qui sortent tous les 3-6 mois, je ne sais plus. Régulièrement, quoi, en tout cas, tous les 6 mois, voilà, j'ai l'information sous les yeux. Oui, tu peux t'aider du site numutopia.fr, je crois qu'il en parle sur son site. Ah oui, c'est vrai, il en parle. Ah bon, donc, ça sort tous les 6 mois et ça permet quand vous achetez une nouvelle machine, d'avoir un noyau assez récent pour pouvoir supporter les dernières technologies à la mode. Sinon, côté nouveauté, il adopte Linux Mint 22 adopte pas mal de nouvelles technologies, un peu comme Ubuntu. On passe à Pathwire par défaut pour le moteur audio. On change de format pour les sources de paquets. En tout cas, pour la description de l'ajout de sources de paquets, ils utilisent le format DEB 822, qui est un format un peu plus XML de la présentation des sources, qui est plus moderne et plus sécure. Les thèmes sont mis à jour pour supporter le GTK4. Donc le GTK4, la bibliothèque graphique qui est sortie maintenant il y a 1 an à peu près, qui nous a permis d'avoir GNOME 40, 41, 42, 43, 46 maintenant. Les drivers du pavé tactile, ils ont changé. On n'utilise plus Synapsys, ils utilisent libinput, qui est actif par défaut, mais si toutefois vous avez des problèmes, il est toujours possible de retourner à Synaptic. Et enfin, derrière, je ne vais pas vous faire toute la longue liste, mais il y a des nouveaux formats de fichiers images qui sont supportés, et le démarrage, si vous avez un écran HDPI, ça sera beau au démarrage. Oui, c'est le JPGX, c'est ça, les nouveaux formats. Ouais, le JPGX, JPEG étendu. Okay. Qui permet, c'est dans cette. C'est plus compressé, de meilleure qualité, je crois. C'est ça. Vous avez le AVIF, le WebP, WebP, AVIF et le JPEG XL, qui sont 3 formats qui réduisent la taille du fichier sans diminuer la qualité. Ouais. C'est parce que je viens de voir pas mal d'articles sur le JPEG-X et en effet, c'est pour ça que ça m'a parlé. Okay. Et avant le JPEG-X, il y avait un autre format qui s'appelait le JPEG 2000. Ah oui. Oui, tout à fait. Mais c'était pas une escroquerie, enfin c'était pas un truc sans intérêt, non? Il n'y avait pas eu un truc comme ça, non? C'est un truc qui a été utilisé uniquement par les professionnels, parce que de toute façon, c'est le groupe JPEG qui normalise tous ces formats-là, et le JPEG 2000 nécessitait, pour pouvoir le compresser en JPEG 2000, une licence. Voilà. C'est ça, c'était comme le MP3 Pro. Ok. Donc ça limitait assez sa percée sur le marché à partir du moment où il faut payer une licence. Voilà. Contrairement, le WebP, c'est un format qui est à la base propulsé par Google, mais qui est un consortium qui s'est mis au tout, et c'est un truc, c'est un standard open source. Et la VIF, c'est pareil, c'est aussi un standard open source avec un consortium qui est autour. Contrairement au JPEG, là c'est le consortium JPEG qui est que des entreprises qui sont pour les codecs propriétaires. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Et simplement pour info, donc si vous rencontrez des fichiers .jxl, donc c'est ça, c'est du JPEG XL, donc c'est le format .jxl. Alors on s'en fout un peu sous Linux, parce que Linux va avoir l'entête pour vérifier le type de fichier. Mais voilà, normalement donc les fichiers JPEG XL sont repérables par cette extension là. Voilà. Autre nouveauté dans cette version 22 de Linux Mint, c'est des évolutions au niveau du gestionnaire de fichiers et des Flatpak. En fait, maintenant, par défaut, le gestionnaire de fichiers n'affichera que les Flatpak vérifiés et certifiés.
Donc, quand vous allez sur le Flattub, il y a des fois un petit badge bleu pour vous indiquer que le Flatpak a été certifié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette certification ? Cette certification, c'est pour nous indiquer que c'est le développeur qui est responsable de la version qui a été déposée sur le Flattub. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des Flatpaks, il y a des Flatpaks qui sont pas fournis par l'éditeur. Par l'éditeur. Par exemple, un truc que nous, on n'utilise pas, mais que certains pourraient tenter d'utiliser. Google Chrome. Google Chrome, le Flatpak, c'est la communauté qui l'a packagé. Ce n'est pas Google. C'est pas Google. D'accord. Voilà, donc Audacity, pareil. Audacity, pareil. Ce n'est pas l'éditeur, c'est la communauté qui l'a fait. Alors, dans son gestionnaire de fichiers, il n'affichera plus ou il ne proposera plus que par défaut que les Flatpaks certifiés. Si ça ne vous plaît pas, d'ailleurs c'est pareil, on peut tout configurer. Vous allez dans les préférences et vous allez pouvoir cocher ou décocher la case pour faire afficher tous les Flatpaks. Vous avez un beau texte explicatif d'ailleurs. Ils expliquent que c'est un peu dangereux parce que quand c'est pas vérifié, n'importe qui pourrait ajouter des logiciels malveillants, etc. dessus. Bon, après, chacun fera ce qu'il veut. Enfin, derrière, une autre nouveauté, c'est que jusqu'à présent, vous en avez déjà parlé, Linux Mint proposait un client IRC pour dialoguer en tout cas avec les développeurs, remonter des bugs et tout ça, et puis même utiliser d'autres salons IRC comme ça. Le logiciel IRC qui s'appelait XChat, c'est fini, il n'y a plus de développement et tout ça, et donc eux au début ils avaient prévu d'inclure un nouveau client IRC fait maison pour ça, et puis derrière il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Finalement ils ont préféré moderniser leur outil de communication et s'appuyer sur le protocole Matrix pour héberger des salons Matrix comme ceux que vous utilisez pour discuter avec nous, pour faire du support et regrouper la communauté Linux Mint, et ils intègrent une web application qui s'appelle Matrix, c'est tout simplement, qui permet de... Ça me dit quelque chose. de rejoindre ces salons-là et de rejoindre d'autres salons, par exemple librement Linux. Voilà. Tout à fait. Pour information, pour compléter ton info, XChat, donc le client IRC, son développement a été arrêté depuis le 7 février 2024. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont également cherché une solution alternative. Donc ça va de concert. Ils n'ont pas abandonné XChat parce que ça leur plaisait plus. C'est parce qu'il y avait une interruption de service. Le logiciel est en fin de vie. C'est ça. Et je pense que le protocole IRC également, à mon avis. Voilà, et surtout que là on voit une tendance, on en a déjà parlé à cette antenne, Matrix commence à être adapté quand même en masse par plein de structures. On parlait de Télécom 2, je crois que c'est ça, qui avait fait... Télé 2, oui, c'était Télé 2. Télé 2 qui avait fait ça, il y a d'autres sociétés qui ont fait le choix de passer sur Matrix. Qui a l'avantage d'être un protocole où on peut avoir des communications sécurisées, qui est plus moderne que proposer l'IRC en termes de fonctionnalités, d'échange de fichiers, etc., etc. C'est ça, voilà, c'est un peu plus évolué, tout à fait. Voilà. Sinon, continuons un peu sur les nouveautés, ou pas forcément des nouveautés sous Linux Mint. Vous vous souvenez, on vous avait parlé il y a quelque temps d'un coup de gueule de Clément Lefebvre sur GNOME et GTK4, où en fait il propose une librairie qui s'appelle Libaweta, qui impose un thème non personnalisable. Et voilà, ça lui plaisait pas parce que lui il part du principe, Clément Lefebvre, que tout doit être personnalisable, et quand on choisit un thème, faut pas que ça soit juste le bureau, ça aussi s'applique aux applications qu'on utilise. À cause de ça, il y a certaines applications qui n'ont pas suivi la montée en version qu'on a dans Ubuntu, qui ont été rétrogradées pour rester en GTK 3, jusqu'à ce qu'il y ait une solution qui permette le theming de ces applications-là. Entre autres, comme applications concernées, il y a Celluloid, qui est le lecteur vidéo, il y a GNOME Calculator, la calculatrice, Simple Scan, Baobab, System Monitor, et puis il y en a plein d'autres. Voilà, la liste, vous pourrez la découvrir dans les différentes
billet qui traite de Linux Mint 22. Et enfin, toujours lié au problème de GTK 4 et de GNOME, il y a une application que moi je trouve particulièrement pratique et utile, qui est le GNOME Online Account, qui permet de connecter des comptes en ligne, compte Google, compte Nextcloud, Microsoft, etc., sous Linux, et certaines applications peuvent utiliser ces ajouts de compte pour ne pas avoir à les configurer et utiliser ce qui est déjà configuré pour tout le monde. Et ben eux, ils ont fait une nouvelle version qui s'appelle GNOME Online Account GTK, qui est en GTK 3 et qui peut s'installer sous Linux Mint, mais n'importe quelle autre distribution et environnement avec Mate, XFCE, etc. Ça, c'était pour les nouveautés de Linux Mint. À savoir que dans les nouveautés, quelques-unes des nouveautés de Linux Mint, je ne vais pas parler des nouveaux fonds d'écran, mais avec Linux Mint vient aussi la nouvelle version de Cinnamon, l'environnement de bureau, qui passe qui s'appelle Cinnamon 6.2. Il n'y a pas de nombreuses nouveautés, puisque en fait il y a beaucoup de travail qui est fait sous le capot avec le passage à Wayland. Pour l'instant, c'est toujours du expérimental. Vous pouvez, au moment de vous connecter, choisir d'expérimenter une session Wayland, mais c'est loin d'être finalisé. C'est toujours très instable. Mais eux, ils continuent de travailler là-dessus pour se dire que dans 2 ans... un jour, on arrivera à Wayland. Dans 2 ans, quand on arrivera à Linux Mint 26.04, ils seront peut-être compatibles pleinement Wayland. Alors, donc, derrière, comme ils travaillent beaucoup là-dessus, ils ont travaillé assez peu sur de nouveautés visuelles que chacun pourra constater. Parmi les nouveautés visuelles, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Par exemple, la possibilité de supprimer un espace de travail avec un clic milieu de la souris, plutôt que d'aller clic droit, espace de travail, supprimer tout ça. Là, vous faites un clic dessus, ça le supprime. Autre nouveauté intéressante, c'est que il y a un truc qui s'appelle les spices, les épices en français, qui sont en fait des plugins, des extensions, des Slack et tout ça, qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur sous Linux Mint. Et il est possible maintenant de programmer des raccourcis clavier pour ces extensions, plugins, etc. Et puis il y avait une épice Action, Spice Action, qui avait été introduite il y a une version, je crois, en 21.03, qui permettait d'ajouter des actions dans GNOME, le gestionnaire de fichiers. Là, on donne un peu plus de flexibilité pour personnaliser le menu des actions dans GNOME. Je vais m'arrêter là au niveau des nouveautés. Actuellement, vous pouvez télécharger les ISO pour faire uniquement des tests, puisque ce n'est qu'une version bêta, sinon vous attendez 3 semaines, 1 mois, la version définitive, pour ceux qui veulent la stabilité, mais ne vous précipitez pas, attendez avant d'installer une nouvelle version ou de mettre à jour votre version précédente, que les premiers écueils soient passés. Donc, prévoyez la mise à jour en septembre ou octobre, pas avant. Autrement, vous pouvez la tester dans une machine virtuelle. Dossier à venir. À venir, c'est ça. C'est du teasing, ça. C'est du sacré teasing. Avant d'enchaîner, donc on passe sur la partie extension de Librement Linux. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, mais c'est pas grave, vu que c'est la dernière. C'est ça. Voilà. Je voulais simplement remercier les 900 personnes qui ont écouté le précédent épisode qui date du 25 juin. Donc merci à vous. Et tu vas nous parler, le Tux, d'une autre nouveauté qui vient de sortir. Ouais, c'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four. C'est Firefox 128. Donc ça, oui, il est sorti aujourd'hui, voilà. Donc vous avez la primeur. Donc Firefox 128 qui est disponible en version standard, celle que vous mettez à jour tous les mois, mais qui est aussi disponible en version ESR. Tu veux dire
Voilà, justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire Extended Support Release. En français d'un texte, s'il te plaît. C'est la version LTS, Long Term Support. Non, c'est des versions qui sont maintenues pendant 1 an. Il n'y a pas d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Par contre, il y a des correctifs qui sortent 1 fois par mois. C'est une version qui se destine plutôt au milieu professionnel, institutionnel, école, etc., qui, avant de déployer une nouvelle version, aiment bien benchmarker, tester et tout ça, les solutions propriétaires les solutions qu'ils utilisent, qui pourraient s'appuyer sur ce truc-là pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc ça permet aux entreprises de rester sur un même socle pendant 1 an et avant d'envisager de tout retester sur les développements personnels qu'ils pourraient avoir. Pardon, j'ai une voix qui déraille. Qui déraille, tout à fait. Voilà, donc là, cette version 128 est aussi une version ESR. La dernière version ESR, c'était la 115. Parmi les nouveautés de la version 128, il y a une nouveauté qui concerne le traducteur intégré au navigateur, qui, pour rappel, ne s'appuie pas sur des informations sur le cloud, tout est fait en local. Et maintenant, vous allez pouvoir sélectionner un texte et traduire uniquement ce texte-là sans traduire toute la page. Autre nouveauté, c'est une refonte de la fenêtre pour effacer les données de navigation que vous avez dans votre navigateur. Ah oui, parce que c'était le bordel, j'arrivais plus à trouver. Disons qu'il y avait plein de trucs, il y avait plein de cases à cocher, tout ça, Ouais. on savait pas trop à quoi ça faisait, tout ça. Donc là, ils ont un peu simplifié cette fenêtre-là, en mettant quelques explications et en donnant une indication de la taille des fichiers qui sont supprimés en fonction de la plage que vous avez choisi, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, tout. Derrière, alors là c'est une nouveauté qui risque de faire tiquer certains. Moi j'ai pas trop d'avis encore pour la question, vous me direz ce que vous en pensez après. C'est qu'en fait ils ont intégré le support expérimental d'une API qui s'appelle attribution respectueuse de la vie privée, ou en anglais pardon, excusez-moi, je suis un peu dyslexique, un peu comme Steve. Privacy Preserving Attribution, ou en abrégé PPA. À pas confondre avec les PPA d'Ubuntu qui servent à installer facilement des dépôts. Donc, on va le dire en français, attribution respectueuse de la vie privée, c'est une API qui va permettre de remonter aux annonceurs des performances de publicité, mais en préservant votre vie privée. Voilà, donc faut voir ce que ça fait. Donc pour l'instant, c'est à titre expérimental que c'est activé par défaut. Vous pouvez la désactiver dans les paramètres de vie privée et de sécurité. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette option. Steve. Mais non, vas-y, exprime-toi d'abord. D'accord, je vais m'exprimer. Je suis partagé entre deux. Le premier, pourquoi des annonces si j'étais libriste à 2000%, franchement, moi, j'ai pas besoin de transmettre quoi que ce soit à des annonceurs. Je vais la pub, je vais les annonces. Maintenant, je mets ma casquette de développeur. Moi, j'aimerais bien avoir des remontées d'informations pour savoir comment les gens se comportent sur mon site. Et puis, à la limite, j'aimerais bien que mon site me rapporte un peu d'argent. Donc, en effet, je vais peut-être monétiser une partie de mon site. Et là, les régies publicitaires, elles aiment bien savoir le comportement des utilisateurs. Donc, je suis partagé entre deux. Je pense que Firefox, donc la maison Mozilla, est vraiment soucieuse de protéger la vie privée et ils ont œuvré jusqu'à présent à ce niveau-là. Donc, s'ils proposent une API en ce sens, je pense que c'est pour satisfaire les développeurs qui veulent monétiser, alors les développeurs de sites internet, on va aller jusqu'au bout, voilà, de pouvoir les contenter pour pouvoir monétiser leur site internet tout en respectant la vie privée. Je suis pas allé vérifier cette API, ce qu'elle fait réellement, et je suis pas expert non plus à savoir, à déceler est-ce que c'est vraiment anonymisé, est-ce qu'on pourrait pas remonter, etc. Enfin, on pourrait poser plein de questions. Donc, j'ai envie de dire, faisons confiance à Mozilla Firefox. Voilà, après, je tiens à préciser, ils ont fait un article sur leur page support qui explique un peu le tenant, les aboutissants, et qui est disponible en français, s'il vous plaît. De cette fonctionnalité, bon, je l'ai lu... pour vous en refaire la synthèse, c'est un peu trop ancien maintenant. Mais voilà, bon après, moi j'ai un peu la même attitude que toi en tant que libriste. Je désactiverai cette option, mais en tant que potentiellement un jour me dire si je veux monétiser le trafic de mon site et tout ça. Plutôt que de mettre un Google Ads qui va pomper les données de mes utilisateurs, je mets un système plutôt vertueux
C'est ça. Qui me permettent de générer un peu de revenus quand même, contrairement au système de publicité sans tracking, mais qui génère aucun revenu. C'est ça, j'allais dire que le pire, ce serait Chrome, par exemple. Voilà. Là, vous êtes sûr, il n'y a pas d'API respectueuse de votre vie privée. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. En sachant que, je vous rappelle, Firefox ne représente que moins de 5% de la part des marchés des navigateurs dans le monde. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est soucieux de leur vie privée, ce qui est bien dommage. Et je vais terminer sur 2 points. Un qui peut être satisfaisant. En fait, ça y est, vous allez pouvoir regarder Netflix en navigation privée. On va pouvoir refaire le dossier alors. Avant, il ne fallait pas tomber sur la navigation privée. Vous pouvez le regarder que en non avec privé, un plugin, voilà. Il y avait des trucs un peu bizarres. Et a priori, maintenant, on peut le regarder en version en navigation privée. Netflix ou tout autre site de streaming avec des contenus protégés. DRM. Voilà. Par contre, ça, on n'est pas encore concerné, c'est uniquement les Américains et les Canadiens, dernièrement. Arrête de nous envoyer du rêve, là. Non, mais justement, c'est pas du rêve, parce que moi, je me dis, si ça reste chez eux, c'est tant mieux. En fait, vous savez, quand vous allez dans la barre d'adresse de recherche, il vous fait des suggestions aujourd'hui, soit les... Si tu l'as, oui, si par défaut, c'est activé. C'est recherché dans votre historique, dans les onglets, dans votre recherche. Voilà. Et ben, il y a 2 nouvelles choses qui vont arriver dedans. Alors, une qui est plutôt intéressante, qui est de vous proposer les recherches que vous avez déjà effectuées. Ok, ça c'est intéressant. Par contre, la deuxième, moi, j'en vois pas franchement l'intérêt, mais bon, what. Surtout qu'en plus, on va rajouter du Google, c'est de vous afficher les tendances de recherche actuelles. C'est fourni par un service qui s'appelle Google Trends, que je ne sais pas si vous connaissez, ce qui permet de savoir qui recherche quoi en France, aux États-Unis, dans le monde, tu connais etc. Steve C'est n'importe quoi. Elle est où ta personnalité dans ça, tu vois ? Elle est où la personnalité du personnage qui se dit je vais chercher un truc mais c'est parce que tu vois, le mec il dit ah ouais, il y a 99% des gens qui regardent après ils font une recherche sur Justin Bieber en ce moment, bah allez, je vais aller voir aussi. Mais elle est où ta personnalité, gros ? Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends pas là. Bon après, moi je vous avouerai que ça sent le partenariat avec Google pour avoir un peu plus de thunes. Oh putain, les enflures. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté, c'est pour gonfler un peu leurs revenus, parce que comme ils sont en perte de vitesse et tout ça, bah, ça rapporte moins, donc il fallait trouver des nouvelles sources de revenus. Voilà, bon. Moi j'en vois pas l'intérêt, comme Steve, quand je fais une recherche, j'ai pas besoin de savoir ce que recherchent les autres, quoi. Non, moi je vais sur les réseaux sociaux et je demande ce qu'ils recherchent. Ouais. Voilà, donc il y a tout, hein. Il y a de boire et à manger. Il n'y a pas une fonctionnalité dans Firefox qui permet de désactiver les fonctionnalités Google. Ouais, ou Google, hein, carrément, hein, soyons ciblons, carrément. Ouais. Mais par contre, après, vous avez pas t'as pas une option qui permet de tout désactiver d'un coup. T'as une option si. Excuse-moi, Steve voulait parler. Non, ça va. Tu vois, je me remonte dans mes petites dents comme ça, en me disant que les gens vont écouter en chemin en disant il a peut-être dit quelque chose. Ou tu peux faire un podcast parallèle aussi. Là, tu enregistres une piste séparée. Non, je disais pour preuve, franchement les gars, la seule chose que vous devez aller rechercher aujourd'hui, en ce moment même, quand vous écoutez le podcast, c'est la référence au billet d'humeur, Bob Ross. Point. et depuis que tu as dit ça, c'est devenu le numéro 1 dans les tendances Google. Et voilà. Je vous rappelle que ce podcast est chapitré, donc alors on va pas chapitrer chaque mot, mais les grands thèmes sont chapitrés, hein. Le billet de Steve, l'actualité, les nouveautés, et dans quelques instants le dossier. Voilà, tout ça on va trouver un chapitrage. Il était temps de le dire parce que à la fin de la saison, c'est vachement utile. Et il aura plus. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais qu'on a fait du boulot quand même. Non, mais c'est ceux qui vont s'ennuyer cet été sur la plage et tout ça, ils vont réécouter nos podcasts de début de saison. C'est ça. Et voilà. Ça va leur faire du bien là, à s'isoler comme ça, à écouter notre douce voix. Très bien. Et toi, des nouveautés ? Oui. Maintenant, je pense que c'est au tour du professeur Cédric de nous apprendre des choses, non ? D'abord les nouveautés de Steve. Non, il y a des nouveautés pour Steve. Non.
Enfin, il gère un Très truc bien. ou quoi, les gars? Non, j'ai plaisanté, je te taquine. Allez, c'est parti pour le dossier. On l'attendait. C'était pour le podcast parallèle, ça. C'est ça. Et on parle pas du range jingle, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler en effet de la virtualisation. En fait, concrètement, lors de la préparation de cet épisode, je leur ai donné à mes compères une liste de thèmes en disant, ben voilà, si vous voulez qu'on discute d'un truc, choisissez. Et donc, ils ont vu un truc qui s'appelle Proxmox. Et oui, je suis dans ma phase de Proxmox si vous me suivez sur ma chaîne YouTube. Donc, et là, je me demandais comment j'allais vous apporter ce que c'est Proxmox. Et au lieu de vous sortir une définition bateau, je voulais repartir du début de zéro. Je vais vous poser une question simple, les gars, aujourd'hui. Alors, je connais à peu près la réponse du Tux masqué. Mais aujourd'hui, quand vous voulez tester un nouveau système d'exploitation, des nouvelles options, faire une réinstallation de zéro pour tester des trucs, vous faites comment? Steve, tu fais comment, par exemple? Mais tu t'attends à ce que je te dise, je l'utilise, je prends ma machine et puis je fais ma clé USB, j'utilise Ventoy et je l'installe et puis basta. Tu t'attends à ça, tu refais une RAZ de ton PC, en effet, et après tu installes en effet ton système d'exploitation. Tout à fait, c'est à quoi je m'attendais. Et j'ai envie de dire, la plupart des informaticiens standards de base vont faire ça, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la virtualisation. En effet, ils vont refaire une RAZ de leur machine pour réinstaller from scratch leur OS ou changer carrément d'OS. En effet, ça c'est le truc standard. Tu fais la même chose, le Tux, ou tu utilises autre chose? Oui, non, excuse-moi. Il était perdu dans ses pensées. C'est ça. C'est parce que à la base, j'étais prêt à te répondre. J'achète une nouvelle machine et je teste. Ce qui revient à peu près la même chose. Tout à fait. Alors, une machine d'occasion, une nouvelle machine, mais d'occasion. Non, mais en fait, non, parce que moi, je fais des nouvelles machines virtuelles. Ah, virtuel, t'as lâché le mot. Voilà, j'ai lâché le mot. Alors, toi, tu vas parler tu as évoqué une autre solution qui s'appelle Proxmox. Moi, j'en utilisais deux. Alors, j'en ai utilisé une. Je vais y arriver. Alors, si tu permets, je vais y arriver. Je veux pas tout de suite donner les noms parce que on va faire une différenciation entre les virtualisations. Mais c'est quoi cette virtualisation, le machine virtuelle? Bon, vous prenez un ordinateur. Peut-être pour certains, je vais pas vous l'apprendre, mais un ordinateur est composé d'un microprocesseur, d'un CPU, et qui est relié sur une carte mère. Et dessus, on retrouve également de la mémoire, de la RAM, qu'on exprime en gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, etc. Et dessus, on va également relier des disques durs. Ça peut être des disques durs IDE, alors ça, c'est les très anciens, des disques durs SATA ou des disques durs MVNE ou M2. Voilà, là, c'est des technologies beaucoup plus récentes et moins mécaniques. On va relier également un clavier, une souris, un écran et le réseau. Voilà. Et bien ça, c'est votre ordinateur complet et qui vous permet d'accéder à Internet, de lancer vos logiciels, etc. Je vous le dis rapidement, mais sur une tablette, c'est à peu près la même chose. Mais bon, bref. Et qu'est-ce que c'est la virtualisation? Eh bien, en fait, cet ordinateur, au lieu de le réserver pour un seul système d'exploitation, votre distribution préférée Linux, vous allez la partager entre plusieurs distributions. Jusqu'à présent, pour la partager entre plusieurs distributions, on faisait du partitionnement et du dual boot, ou du tri-boot, ou du quadru-boot. Ça, c'était dans les années 90, voire 2000. Et ça nous permettait de, à un moment, booter sur Windows, puis après booter sous Linux, d'essayer de partager des répertoires en commun, etc. Ça marchait tant bien que mal quand Windows voulait pas formater entièrement le disque dur. Bon, bref, voilà. Et la virtualisation, c'est à la base un logiciel qui va dire le processeur, là, tu sais quoi, pour ton système d'exploitation principal, je vais capter un petit peu les ressources de ton processeur, puis un petit peu des ressources de ta mémoire, donc je vais me réserver quelques gigaoctets de ta mémoire, puis quelques gigaoctets de ton disque dur, pour faire tourner un autre système d'exploitation. Et l'avantage, c'est que cet autre système d'exploitation, je peux le faire tourner en même temps que ton système d'exploitation principal. Vous me suivez là? Donc ça veut dire que vous allez avoir votre système d'exploitation principal qui va fonctionner et un autre système d'exploitation qui va tourner dans une partie de la mémoire du processeur, etc. L'avantage, c'est que les ressources associées au système virtuel et les ressources associées à votre machine principale ne se mélangeront pas.
ça ne va pas se percuter. La mémoire, c'est pareil. Les infos sont vraiment bien séparées et l'un n'est pas accessible à l'autre. Et pour le disque dur, c'est à peu près pareil. Alors, au lieu de reformater le disque dur ou au lieu de créer une nouvelle partition, on va créer un fichier et à l'intérieur, le fichier réservé pour le système virtuel sera formaté avec les propriétés du système d'exploitation. Donc si sur votre machine principale vous êtes sur un Windows et que vous lancez une machine virtuelle sous Linux, généralement Linux utilise en standard EXT4, et en fait, ça va créer un gros fichier de quelques gigas, peut-être 30 gigas, 60 gigas, et à l'intérieur, ce sera formaté de type EXT4 qui sera compris par la machine virtuelle et qui sera évidemment comprise par Linux. L'avantage, c'est qu'on peut installer une machine virtuelle, 2 machines virtuelles, 3 machines virtuelles, etc., etc. Et qu'est-ce qui lance la virtualisation ? C'est un hyperviseur. Et là, ce que je viens de vous décrire, c'est un hyperviseur de type 2, donc de type je m'installe sur un système d'exploitation existant pour faire fonctionner d'autres machines virtuelles. On va retrouver en effet VirtualBox, VMware Workstation et d'autres types d'hyperviseurs. Vous avez également des hyperviseurs de type 1 qui s'appellent des barres métal, et ceux qui sont chez OVH ont déjà entendu ce nom. Et les hyperviseurs de type barre métal, ce sont des hyperviseurs qui n'ont pas besoin de système d'exploitation primaire. Ils vont attaquer directement le matériel pour faire de la virtualisation. C'est le cas de VMware ESX et le cas également de Microsoft Hyper-V et le cas de Proxmox. Alors c'est un petit peu biaisé Proxmox, mais son type de fonctionnement est celui-ci. Il est de type barre métal. Voilà au niveau de la virtualisation. Ce qui fait que lorsque vous avez plusieurs systèmes d'exploitation qui se lancent, ils vont tous occuper un peu de mémoire, un peu de disque dur et un peu de fonctionnement de processeur. Alors aujourd'hui, les processeurs, vu qu'ils sont super costauds, ils sont capables de faire fonctionner toutes les machines de manière simultanée. Et j'ai envie de dire, tous les OS ne vont pas demander les mêmes ressources au même moment. Si vous regardez un petit peu l'occupation du processeur de votre système d'exploitation principal, généralement, votre processeur, il dort. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de la mémoire, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, on fait des économies sur la mémoire. Donc, on n'a installé que 4, 6, 8 ou 12 gigas. Et si on installe une dizaine de systèmes d'exploitation, à faire rentrer tout le monde dans la mémoire, ça va être compliqué. Alors après, il y a des astuces. La mémoire, on peut dire, OK, elle fait que 4 gigas. Mais vu que chaque système d'exploitation virtuel va utiliser également 4 gigas, en fait, je sais que le système va pas utiliser les 4 gigas. Donc en fait, je vais faire cohabiter tout le monde sur ces 4 gigas-là. Bon, après, il y a des problèmes de cache, de performance, donc le mieux, c'est de rajouter beaucoup de mémoire. Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il faut une super grosse machine ? Il y en a qui ont entendu le mot VMware ESX et généralement ils s'imaginent avoir des gros serveurs avec 128 Go de RAM ou voire 256 Go de RAM. Oui, j'ai bien dit 256 Go de RAM, voire des Tera de RAM. Oui, on peut avoir 1, 2, 3 Tera de RAM sur les ESX. Eh ben, je vous rassure, moi j'ai fait des tests. Oui, j'ai fait des tests à mon bas niveau. J'ai acheté une machine à 150 €. C'est un mini PC avec un i5 de 4e génération. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai changé la RAM qu'il y avait à l'intérieur. J'ai passé de 4 à 32 Go. J'ai changé aussi de disque dur. J'ai mis un M2 de 1 Tera. Et en fait, le bousin, là, le truc qui m'a coûté 150 €, il consomme à peine 65 watts et il fait tourner aujourd'hui une dizaine de machines. J'ai utilisé la solution libre qui s'appelle Proxmox. Donc, il est super simple d'installer. Et vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es geek, donc tu sais créer des machines virtuelles. Eh ben non, parce qu'il y a un site qui s'appelle Proxmox VE Help Scripts. Et en fait, il est magnifique, ce site, car il vous dit exactement la ligne de commande qu'il faut taper dans Proxmox, et ça va vous créer automatiquement la machine virtuelle, ça va vous télécharger les outils que vous avez demandé. Par exemple, si vous voulez faire un Media Center, eh ben, il y a la ligne de commande pile poil pour créer tout ça. Et en fait, ça vous prépare la machine. Et en fait, c'est du clicodrome. Vous faites clic, oui, c'est OK. Et vous installez le truc et c'est opérationnel. Alors, simplement bémol pour ceux qui savent, Proxmox ne fait pas que de la virtualisation, il fait également de la conteneurisation. Mais pas pour tout mélanger, je me suis simplement concentré sur la virtualisation. La conteneurisation, on en parlera dans un autre épisode. Voilà. Waouh. C'est fou parce que ça paraît tellement plus simple maintenant. Ouais.
C'est vrai? Vraiment. Ouais, mais vraiment, je rigole pas, parce que moi, Proxmox, j'ai déjà touché, j'ai déjà approché, voilà, mais ça ne m'a jamais, et là, ici, sur le coup, tu me donnes envie de lui redonner sa chance, donc cool. Ouais, intéressant. C'est ça. Vraiment. Donc le site qui s'appelle Proxmox VE Helper Scripts, je vais vous le mettre dans les commentaires de l'épisode. Et franchement, pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est une machine virtuelle, ce qu'il faut cocher comme option, etc., je m'en sers en fait depuis un mois, je m'en suis servi, j'ai installé Home Assistant, j'ai installé Pio, j'ai installé un truc qui vérifie le uptime des sites, donc le fonctionnement des sites internet s'ils sont toujours disponibles. J'ai installé plein de petits services comme ça sur mon petit i5, mon mini PC. Franchement, et c'est un régal. Même si je sais ce que c'est une machine virtuelle, quelle option je devrais cocher, là, tout le script fait ton boulot à ta place et c'est magique. Franchement, ça donne envie de s'y mettre et envie de découvrir. Ouais, c'est intéressant. C'est cool. Voilà. Ouais. Voilà. Et toi, le Tux, qu'est-ce que t'en penses? Très intéressant. Très bien. Je me dis, en fait, aujourd'hui, entre SFR Et Proxmox, et Proxmox, je me coucherai moins bête ce soir. bon, bah, tant mieux. Voilà, j'espère que, cher auditeur, pareil, ça vous a plu. J'ai voulu vraiment repartir à la base parce qu'on entend souvent le mot Proxmox. Moi, la première fois que j'en ai vu des vidéos sur Internet, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore un truc de geek, machin. J'ai pas envie d'y mettre les mains dedans. La virtualisation, je connais par le biais de du milieu professionnel, mais beaucoup de gens, de personnes standards qui aiment bien l'informatique ne connaissent pas forcément la virtualisation. Donc voilà pourquoi je voulais faire un zoom d'abord sur ce qu'était la virtualisation. Après, sur votre petit ordinateur et tout ça, il y a un truc qui est vachement simple à installer, c'est VirtualBox. Et pour tester des machines, un nouvel OS et tout ça, c'est comme si vous installez cet OS sur une machine réelle, sauf que là, vous êtes dans une machine virtuelle. Il n'y a pas de nécessité de connaissances très ardues, de lignes de commande et tout ça pour faire une machine virtuelle simple pour tester un nouveau système. C'est vrai. Ou même, voilà, j'allais dire, moi, par exemple, vous êtes sous Linux, mais vous avez des applications Windows que vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous séparer, vous faites une machine virtuelle et vous pouvez les avoir sous Linux, comme ça. Oui, si vous ne pouvez pas faire du wine. Si vous ne pouvez pas faire du wine. Ouais. Exact, tout à fait. Après voilà, n'hésitez pas à venir sur le forum Matrix, le Librement Linux, pour pouvoir échanger là-dessus si vous avez des questions, des remarques, des infos. Pareil, donc là j'ai des vidéos qui sont dans le carton, donc qui vont être diffusées sur la chaîne S'informer sur la tech, pardon. Et donc voilà. Mais ouais, ça fait un mois que là je fais tourner mes machines virtuelles sur un i5. J'en ai acheté un deuxième d'ailleurs parce que je veux faire ça chez mes parents. Et parce que ils ont un NAS, pareil, ils ont quelques services que j'avais mis en place chez eux, et donc je vais remplacer. J'avais mis des Raspberry Pi à l'époque, et ben je vais remplacer ça par ce mini PC qui m'a coûté que 150 €. Vraiment voilà. génial. Ouais. Mais la question vaut le coup de se poser. Acheter 1, 2, 3 ou 4 Raspberry Pi, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup d'acheter un seul mini PC et faire de la virtualisation dedans? Surtout que, voilà, si vous appuyez sur le site que je vous mets là en commentaire, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances pour installer Home Assistant, enfin Pio, les trucs qu'on installe par défaut en fait sur un Raspberry Pi. Voilà. Sans parler de jeux. Oui. Oui. Non, mais je suis sur le site Script Helper, pardon. Helper Script. Et effectivement, c'est juste une ligne de commande et boum, c'est parti, on dirait. C'est ça. Génial, c'est ça. génial. Après, il y a des notions. Voilà, j'ai essayé d'installer Postgres, donc qui est un SGBD, donc un serveur de base de données. Après, il y a des petites choses à voir, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'œil d'un expert technique. Puis on n'installe pas une base de données tous les jours. Enfin, n'importe qui n'installe pas une base de données tous les jours. Ah bon? Mais voilà, non. Non, mais moi, de manière, je fais ça toutes les 2 heures. Hein.
Mais de manière générale, voilà, Home Assistant, c'est la première machine que... En fait, ce qui s'est passé, pourquoi je suis tombé sur ce site? Parce que j'ai voulu installer Home Assistant en dehors d'un Raspberry Pi et je savais pas trop comment faire. Donc, je savais que je voulais partir sur Proxmox. Et derrière, en fait, je suis tombé sur le premier script qui disait optimiser Proxmox déjà pour éviter qu'il vous casse les pieds. Oui, parce qu'il y a des reminders pour vous dire, oubliez pas de vous abonner, machin, patin couffin. Donc, en fait, il a fait un script post-installation Proxmox déjà qui va vous débarrasser de toutes ces petites bêtises-là et optimiser Proxmox pour qu'il soit opérationnel. Et ensuite, je suis tombé sur le deuxième script qui était installer Home Assistant. Et là, j'ai fait waouh, tu te casses plus la tête, t'y vas. Et franchement, j'ai migré mon Home Assistant qui était sur un Raspberry Pi, je l'ai migré sur cette machine virtuelle et là, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Voilà. Ouais, pas mal. Et ben, merci. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, ça a été clair. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pourrez réécouter cet épisode durant tout l'été, vu que c'est le dernier épisode de la saison. Très bien. On va passer, si vous voulez, à la finale. Et vous savez quoi? Maintenant, j'ai un jingle pour la finale. Allez. Librement Linux, le coin des auditeurs. Ouais. Le coin des poditeurs, vous nous avez fait quelques retours sur l'épisode précédent et sur nos différentes interventions et sur nos différents canaux de communication. Il y a déjà Toto 7571, c'est ça? Qui était pas très content parce que Steve était pas très précis sur TPMP, sur TMP et sur TPM. Ouais. Steve s'en est expliqué. Bon, très bien, Toto, tu t'es exprimé. Steve s'en est expliqué, très bien. Et puis n'hésite pas également à faire toi-même des articles, des vidéos, etc. Donc on te remercie pour ton commentaire et puis n'hésite pas également à participer, à contribuer. Voilà, il y a pas de souci. Les portes sont ouvertes sur le monde de l'internet. C'est tellement subtil ce que tu viens de dire. Waouh. N'est-ce pas? NL Smart qui a piaillé dans les oreilles du Tux masqué et qui dit merci pour votre émission technique avec humour inclus. Oui, inclus, c'est ça. Vive les mélanges sucré-salé. Ne soyons pas sectaires mais open. Merci énormément. J'adore, vraiment. Ouais. Ouais, ça fait réfléchir. Très bien. J'entends la musique de fin et oui, ça y est, on va clôturer cet épisode. Ça fait 1h30, mais c'est normal, un petit numéro spécial été. Ouais. À écouter dans vos oreilles. Bah oui, parce qu'après on va vous manquer et tout ça, donc on s'est dit on va vous en donner plus ce soir. C'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'il est généreux, le Tux, hein, waouh. Il est comme ça. Ouais. Rendez-vous sûrement en septembre 2024 avec de nouvelles idées, de nouvelles news, de nouveaux dossiers, de nouvelles rubriques, de nouvelles humeurs. Voilà, et peut-être des nouveaux intervenants, pourquoi pas, ou pas. Mais si vous voulez participer, n'hésitez pas, on n'est pas reclus. D'ailleurs, je sais pas, mais vous vous souvenez, on avait un message que Steve nous diffusait à un moment donné toutes les semaines pour que vous nous laissiez des messages vocaux. Je crois que c'est celui-là, je crois. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Allez, on va arrêter de le faire souffrir. S'il vous plaît, merci. Quoique, après tout, vous avez 2 mois pour nous laisser des messages, plein de messages. Ouais, C'est ça. ouais. Plein. Envoyez-nous des messages d'amour. Ouais. Mais si vous vous sentez là, d'intervenir, de pourquoi pas avoir un œil encore plus technique que nous, parce qu'on essaye d'être technique, mais bon, on a du essaye mal de mélanger l'humour, le technique et tout ça, c'est un peu compliqué au bout d'un moment. Mais voilà, n'hésitez pas, revenez-nous sur le salon Matrix, échangez avec nous, pourquoi pas, on fera des sessions vocaux, mais la porte est ouverte, il n'y a pas de souci, aucun souci. C'est open, comme dirait NL Smart. Ouais. C'est open. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Merci Steve, bonnes vacances. Merci Cédric, et à toi aussi, bonnes vacances. Merci, ne bronze pas trop, attention au coup de soleil, tout ça. Trop tard. Enfin bon, trop tard. Non, mais ça, il est appelé maintenant. Bon, non. Non, même pas. Ça résiste. Bon, ça résiste. Le Tux, bonnes vacances, bons Jeux Olympiques.
Je me moque. Il va être un petit peu embêté par les jeux. Voilà, pourquoi je dis ça. Je suis sur Paris pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, passe de bonnes vacances également. Mais c'est bien, il y aura personne à Paris. Ça va être cool. Pas de bouchons, rien du tout. T'as vu, ils ont sorti des applications pour mieux naviguer, pour mieux... Ils ont sorti plein de trucs. Et d'ailleurs, ce week-end, en principe, on a notre président et la maire de Paris qui doivent se baigner dans la Seine. C'est vrai qu'on suivra en direct sur Librement Linux. Non, rien à voir avec la chanson. On va laisser tomber. Pardon. Pas du tout, ouais. Oui, bon, Notre président, le président des Français, parce que c'est pas le président de Steve. Pardon. Non. Ah oui. Non. Il sait nager. On verra bien. Oui, on verra. On lui donnera une note après, une note sur 10. On verra. D'accord. Ça. Voilà. D'accord. Bon, bref. Hey. Le jingle est en train de s'épuiser. Ici. On vous souhaite de bonnes vacances également. On vous donne rendez-vous évidemment à la rentrée. Et puis, à bientôt. Bye bye. Bonnes vacances. Bisous les gars. Bye. Dites, les gars, vous avez ça aussi chez vous en France? En fait, quand tu lèves les yeux maintenant, il y a en fait un espèce de gros voile bleu, et puis t'as une boule jaune, mais elle est aveuglante en plus, et en plus c'est ça, il fait chaud. C'est quoi ça? Pour l'instant, moi, je l'ai pas vu, la boule jaune avec le halo bleu autour. Hein. Il vit à Paris, je te rappelle. Il vit à Paris. Mais oui, mais c'est bizarre, je te jure que j'avais jamais vu ça de ma vie en Belgique. Oh, ça fait monter les températures, c'est chiant quand même. Ouais, j'avoue. C'est Voilà. chiant. Bon, Voilà. très bien. Bah, faut éteindre la lumière, c'est tout. C'était ça. Bordel, c'était bien joué celle-là.